Bonsoir, c'est l'heure d'audition publique en direct sur LCP, Public Sénat avec Le Figaro. Le confinement est désormais bien entamé. Le gouvernement a les yeux tournés vers la reprise économique désormais. Les aides aux entreprises ou pour le chômage partiel ont déjà coûté cher. 450 milliards d'euros, c'est 20% de la richesse nationale. Et la note est loin d'être définitive, c'est du jamais vu. Mais ça n'empêchera peut-être pas, hélas, le chômage d'augmenter. Après la crise sanitaire, puis les finances, se profile peut-être une crise sociale. On va parler de tout cela avec notre invité ce soir. Bonsoir Agnès Pannier-Runacher. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État à l'économie. Merci d'être sur ce plateau où vont se succéder à tour de rôle Tam Tranui et Brigitte Boucher, mes consoeurs des chaînes parlementaires. Puis en duplex, deux parlementaires, Sophie Primas, sénatrice, et Sébastien Jumel, député, qui vous parleront par exemple de la situation chez Renault, de la relocalisation d'entreprises en France, avant de conclure avec Yves Tréhard, directeur adjoint et éditorialiste au Figaro. Je vais vous poser une première question. En cas de deuxième vague de coronavirus, je disais que ça coûtait cher, déjà 450 milliards. Est-ce que la France aurait les moyens financiers d'y faire face ? Je crois que l'enjeu, c'est précisément d'éviter une deuxième vague de coronavirus et surtout de s'équiper. C'est pour ça que je rejoins Olivier Véran lorsqu'il dit que l'épidémie n'est pas terminée, qu'il faut continuer à appliquer les gestes barrières, parce que nous savons que si l'épidémie s'emballe, alors notre économie et le risque social augmentent. Donc alors ça veut dire... si on reste très concentré sur les gestes barrières, ce qui est respecter la distanciation sociale, porter un masque dans les circonstances où il faut porter un masque, vous avez l'avantage de prendre un minimum de temps et de difficulté. Ça, on entend bien, Agnès Pannier-Runacher. Et d'éviter la reprise du virus. Non, mais c'est la prévention. C'est bien de le dire, parce que toujours en plus la meilleure des actions. Vous êtes chargé de l'approvisionnement en masques de la France au gouvernement. Mais est-ce que, imaginez, s'il y a une deuxième vague, est-ce qu'on pourra mettre de nouveau 450 milliards sur la table ? Non. Écoutez, je crois qu'on verra, mais justement, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est anticiper. Et notre rôle, c'est de mettre tout en œuvre pour que nous traversions cette crise en évitant d'avoir à, non pas affronter une deuxième vague, mais à affronter un deuxième confinement. C'est ça l'enjeu. Et cet enjeu, il suppose la responsabilité de tous. Du gouvernement, parce que c'est le confinement qui coûte cher. Mais également de l'ensemble des acteurs économiques. C'est le confinement qui coûte cher. Tout à fait. La Confédération des petites et moyennes entreprises, elle demande une date pour la levée des contraintes sanitaires dans les entreprises pour qu'il y ait une reprise normale. Est-ce que vous l'entrevoyez, cette date ? Je crois que le Premier ministre a été très clair. Il y a un rendez-vous le 22 juin, où nous prendrons une série de mesures sur la base des données sanitaires dont nous disposons. Et vous voyez, le sanitaire, il est très lié à l'économique. C'est-à-dire, c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire que si le virus circule moins, on va pouvoir donner encore plus d'espace et plus de liberté aux différents acteurs. Aux entreprises, donc ? Aux particuliers, aux entreprises, tout en continuant à être très strict sur les gestes barrières. Et si l'on s'aperçoit que malgré tout, il y a des signes avant-coureurs de reprise de circulation du virus dans certaines régions, alors il faudra faire attention. Moi, j'ai bon espoir. Aujourd'hui, le déconfinement se passe plutôt bien, on le voit. On voit que par rapport à il y a 3 semaines, où beaucoup étaient inquiets sur l'école, sur la reprise du travail. Et sur les entreprises, ça se passe bien. Les choses se passent bien. Dans les entreprises aussi. Il faut continuer à accompagner. Oui, dans les entreprises, je sors d'un comité stratégique de filière, par exemple avec la filière Modelux. J'en ai eu quelques-uns ces derniers jours. Et beaucoup d'entreprises disent, on n'est pas encore au niveau d'activité de l'année dernière, mais ça se passe mieux que ce que nous anticipions. C'est-à-dire pas au niveau de l'activité, il y a combien de pertes d'activité ? C'est 50% de l'activité en moyenne ? Non, c'est beaucoup moins. Beaucoup moins. Au niveau industriel, là on est dans le mode et le luxe, on parle d'une activité qui est aujourd'hui de l'ordre de 60% de l'activité de mai l'année dernière. Et au niveau du chiffre d'affaires, on est sur une perte qui varie de 10 à 20% parce qu'il y a moins de fréquentation, mais quand les gens viennent dans les magasins, c'est plutôt pour acheter. Et il y a du rattrapage. On va maintenant accueillir Tam Tranui de Public Sénat. Bonsoir Tam. Bonsoir Francis, bonsoir Agnès Pannier-Runacher. Bonsoir. Alors Agnès Pannier-Runacher, au gouvernement, vous êtes chargée des masques, on l'a dit. Grand public. Des masques grand public. Aujourd'hui, certaines entreprises françaises qui se sont lancées dans la fabrication de masques en tissu, 10% avez-vous dit, croulent sous les stocks. Est-ce que vous reconnaissez là-dessus un ratage ?
Bien au contraire, je crois qu'il faut se dire que la fabrication des masques grand public a sauvé des centaines d'entreprises et des milliers d'emplois. Mais pour ces entreprises, c'est ça qu'il faut partir. C'est-à-dire que ces entreprises qui n'avaient aucune activité se sont lancées aussi dans la fabrication des masques parce que ça leur a permis de surmonter cette crise. Et aujourd'hui, depuis quelques semaines, elles ont une baisse de commandes. Pas toutes d'ailleurs, puisque encore une fois, je faisais le point avec l'ensemble de la filière et nous avons des données qui nous remontent chaque semaine. On a effectivement un stock de masques. Ces masques, ils peuvent être consommés dans les grandes entreprises, ils peuvent être consommés dans les milieux de travail. Et tout notre enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que plutôt que d'utiliser, comme je l'ai vu d'ailleurs ici, des masques à usage unique qui sont en règle générale fabriqués en Chine. Des masques chirurgicaux, comme on dit. Des masques dits chirurgicaux ne le sont pas tous d'ailleurs. Oui, on utilise des masques textiles, lavables, fabriqués en France. C'est moins cher et c'est plus écologique. Est-ce que vous allez flécher la commande publique vers les entreprises françaises ou racheter ces stocks de masques comme vous demandent certains professionnels du secteur ? Aujourd'hui, j'ai lancé une mission avec 2 ambassadeurs justement pour porter cette question de la façon dont on va traiter la filière masque. D'abord parce qu'il faut qu'il reste une filière masque. On parlait tout à l'heure d'un risque de circulation du virus. Il faut être prêt à s'équiper et il faut être prêt à augmenter les productions en cas de besoin. Deuxièmement, nous avons, et je vous l'indiquais à l'instant, des entreprises qui aujourd'hui n'achètent pas de masques textiles, comme l'État. L'État achète beaucoup de masques textiles. Les entreprises achètent plutôt du masque chirurgical. Il faut les convaincre, et c'est pas du tout, je leur renvoie pas la responsabilité, c'est un produit qui est très neuf. Il faut prendre la mesure du fait que c'est un masque de protection qui est reconnu par les agences sanitaires, l'ANSES, l'ANSM, et du coup, c'est bien un équipement de protection individuelle. Et c'est là que nous pourrons écouler les stocks qui aujourd'hui sont disponibles. Est-ce que vous en avez parlé tout à l'heure, d'une réunion avec l'ensemble de la filière textile française. Est-ce que vous avez pris des engagements pour soutenir cette filière et notamment sur la question des masques ? Alors, nous avons, avec Brune Poirson, lancé une deuxième mission, qui est une mission qui vise à construire sur toute l'énergie qui a été déployée sur la mise en place de cette filière masque, parce que c'est un succès, il faut le dire, 450 entreprises mobilisées, plus de 100 millions de masques qui ont été fabriqués en France, d'autres qui ont été fabriqués à l'initiative d'entreprises françaises dans le monde. Et donc ce succès-là, c'est un atout. Et il faut construire sur ça pour développer de l'industrie textile durable. Et c'est tout l'enjeu de la mission que nous allons confier à la filière textile. Et ce que nous voulons, c'est pas seulement des recommandations dans 4 mois, c'est des actes, c'est des mesures qui puissent nourrir les décrets de la loi anti-gaspi de Brune Poirson, qui puissent permettre de mettre en place des initiatives de relocalisation. Mais alors vous disiez 450 entreprises, c'est important comme chiffre. Oui, mais vous parlez de relocalisation. Est-il vrai que le ministère de l'économie, votre ministère, a commandé 10 millions de masques lavables au Vietnam ? C'est parfaitement exact. Nous les avons commandés. Pourquoi au Vietnam ? Alors nous les avons commandés. Des masques tissus, lavables, donc tissus. En tissu réutilisable. Nous les avons commandés mi-avril, à un moment où nous avons sollicité la filière textile française, qui nous a répondu qu'elle n'était pas en situation de servir ce niveau de production. Et comme nous sommes un gouvernement responsable, et que ma responsabilité était d'équiper les Français pour le déconfinement, eh bien, j'ai estimé qu'effectivement, il fallait faire ce geste pour permettre aux Français d'amorcer la pompe et d'être équipés en masque. Vous savez, le 11 mai, ça s'est très bien passé. Et cette production, elle est venue complémenter la production française qui était en cours en France et qui était absolument incapable de livrer ses volumes. Parce que c'était le 11 mai, le déconfinement. Oui, mais aujourd'hui, elle fait concurrence. Le 11 juin. Aujourd'hui, elle fait concurrence. Est-ce que ce message-là, il n'est pas contradictoire avec le message que vous donnez aux entreprises françaises quand vous leur demandez d'acheter français ? Non, pas du tout. Parce que précisément, l'UGAP, qui est la centrale d'achat public, achète français. Donc vous avez 2 mesures différentes. Une mesure pour faire en sorte de répondre à la crise et aux besoins d'équipement des Français pour le 11 mai. Et il y a une commande qui est passée. Et vous avez, de l'autre côté,
l'UGAP, qui est la centrale d'achat public, qui, elle, a passé de manière très normale et renouvellera ses achats en respectant le Code des marchés publics. Donc je rappelle que le Code des marchés publics interdit d'acheter français, mais autorise à avoir un privilège pour les Européens. Ces masques qui viennent du Vietnam, ils sont toujours sur le marché en ce moment? Ils ne sont pas sur le marché. Enfin, c'est 10 ils sont millions toujours, oui, sur un marché qui est beaucoup plus important. Oui, mais ils sont toujours en circulation. Ils viennent, j'allais dire, concurrencer les masques français. Je pense que vous êtes sur des niveaux qui sont considérablement plus petits. On parle là vous parlez de 10 millions, il y a plus de 100 millions de masques qui ont été fabriqués en France. Attention à pas tout mélanger sur ces sujets-là. Et encore une fois, moi j'appelle solennellement les entreprises à s'équiper en masques. Et si elles ne font pas, il y aura une obligation à un moment? Je pense qu'on va plutôt travailler, encore une fois, on va travailler dans la motivation. On va pas d'obligation. On va leur demander des engagements, au moins, ces entreprises, de façon France claire. Industrie est en train, effectivement, j'ai eu Philippe Varin, pas plus tard qu'il y a 3 ou 4 heures, sur ce sujet-là, et qui me disait que la solidarité entre filières devait jouer et qu'effectivement, il fallait prendre ce sujet et il souhaitait voir comment les entreprises pouvaient placer des commandes en direction des fabricants français. Sur les masques français, justement, est-ce que vous avez eu des remontées sur des abus de marge, des abus de prix sur ces masques en tissu dont le prix n'est pas plafonné ? Alors, assez peu, puisque nous avons des enquêtes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. On constate que pour un tiers des masques, on a un prix à l'usage qui varie entre 10 et 30 centimes. Je rappelle qu'aujourd'hui, un masque chirurgical, vous le trouvez dans le commerce plutôt du côté de 60 centimes et que le prix est plafonné à 95 centimes. Oui. Vous voyez qu'on est très loin de ces C'est plafonné pour les masques chirurgicaux, mais pas pour les masques textiles. Et les masques textiles, sont beaucoup moins chers. Oui, mais vous n'avez pas eu de remontée d'abus sur les... Très peu. Vous avez moins de 5% de situations où on a été amené à faire un procès verbal. Et c'est plutôt des situations où l'information est manquante que des situations où vous avez un abus sur le prix du masque. Alors sur les masques, ça a été beaucoup critiqué, la gestion des masques, et il y a des commissions d'enquête parlementaires qui vont se mettre en place. Oui, les commissions d'enquête parlementaires vous attendent effectivement sur ce sujet. Le gouvernement est attaqué sur des messages contradictoires qu'il a eus. Qu'est-ce que vous allez leur répondre ? Alors d'abord, à ce stade, je ne suis pas personnellement... vous êtes en charge des masques. Oui, vous n'êtes pas appelé à parler sur les masques sanitaires. Je pense qu'il y a 2 choses qu'il faut bien distinguer. C'est l'équipement des soignants et l'équipement du grand public au moment du déconfinement. Donc je ne m'élève pas au-dessus de ma condition. Mais pour répondre à votre question, je crois qu'on l'a vu tout au long de cette crise, nous découvrons les caractéristiques du virus. Et le fait est que les experts médicaux, l'OMS, la première, qui est l'institution de référence mondiale, a eu des recommandations qui ont varié dans le temps. Ce n'est pas choquant, puisque notre information sur le virus a également varié dans le temps. Mais si vous vous référez effectivement à ces recommandations, elles étaient plutôt négatives sur le port du masque généralisé en début de crise. Elles sont devenues positives dans le courant de la crise. Et nous sommes adaptés. Et ensuite... Soyons clairs, il faut toujours balayer devant sa porte. On peut toujours faire mieux. Il y aura certainement des points, et je pense que c'est important, d'ailleurs qu'en interne, le gouvernement lui-même fasse son propre retour d'expérience, parce que c'est utile aussi pour mieux agir. Le gouvernement, justement, à propos d'interne du gouvernement, veut créer sa propre enquête, sa propre commission d'enquête, avec des conclusions qui vont aller plus vite que les 2 commissions d'enquête parlementaires, des conclusions pour juillet. Est-ce que c'est une manœuvre politique pour couper l'herbe sous le pied des parlementaires? C'est une décision de bonne gestion. Il s'agit simplement de faire un retour d'expérience. Mais pourquoi en même temps ? Sur la façon dont l'administration et dont le politique a géré cette crise. Moi-même, j'ai fait la crise de 2003 sur la canicule. Il se trouve que je travaillais à l'assistance publique Hôpitaux de Paris à ce moment-là. Il se trouve également que j'ai été partie prenante de la gestion de la crise de 2008, la crise financière, alors que j'étais à la Caisse des dépôts et consignations. Je peux vous dire que ces 2 expériences ont été extrêmement formatrices pour gérer la crise de 2020. Mais il n'y avait pas eu de commission, du gouvernement. Mais ce n'est pas une commission, c'est un retour d'expérience, c'est tout simplement... Il ne faut pas l'appeler commission d'enquête... C'est pas une commission d'enquête gouvernementale, c'est autre chose. Prendre du recul par rapport à l'action publique. Et je crois que les Français seraient très étonnés que le gouvernement n'ait pas cette capacité de recul. Vous entendez la tension que c'est en train de créer avec les parlementaires. Vous entendez la tension que c'est en train de créer, par exemple, avec Gérard Larcher, qui se dit stupéfait, qui a cru que c'était une fake news, que le fait que le gouvernement crée cette commission. Enfin, moi, je suis très surprise parce que si nous n'avions pas nous-mêmes travaillé à améliorer nos processus de décision, tout le monde se serait écrié que c'est scandaleux, le gouvernement n'a aucun recul. Vous auriez pu attendre que les parlementaires rendent d'abord leur rapport sur sa bonne gestion. Et
Après, je veux dire, il y a le temps de l'exécutif, il y a le temps des parlementaires. Le fait que les parlementaires sont totalement dans leur rôle, c'est de voter la loi et c'est de contrôler le gouvernement. Ils le font, je le respecte parfaitement et nous répondrons de la manière la plus transparente possible à ces commissions d'enquête parlementaire. Il n'y a aucun problème. Mais je crois que le fait de faire le point en interne est aussi de bonne gestion, disons-le simplement, et ne mettons pas de polémique là où il n'y a pas besoin d'en mettre. Merci Tam. Merci Francis. Et à la semaine prochaine. On va faire un détour maintenant par la rédaction du Figaro Live. Nous attend Vincent Roux. Bonsoir Vincent. Vous regardez évidemment tout ce qui se passe sur la toile et autour du Figaro Live. Qu'est-ce qui ressort ce soir ? Oui, bien, parmi les informations les plus commentées, en tous les cas par les internautes du Figaro, Francis, cette petite phrase d'Olivier Véran sur le déconfinement, n'allons pas trop vite. Ça a suscité beaucoup de critiques, beaucoup d'ironie de la part des internautes du Figaro, notamment cet internaute qui dit « La France est le pays le plus touché par la crise du PIB et la hausse de la dette, mais n'allons pas trop vite, hein ?» Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Agnès Pannier-Runacher ? Alors d'abord, il est faux de dire que la France est le pays le plus touché par la crise de la dette et le PIB, mais ça c'est factuel. C'est ce que disent les internautes. Non mais c'est pour répondre. Voilà. Oui, tout à fait. Je vous réponds factuellement sur ce point-là. Par ailleurs, je le redis, il n'y a pas une opposition de l'objectif sanitaire et de l'objectif économique. L'important, c'est d'avoir une reprise méthodique, organisée, qui permette de construire une reprise solide. Si demain matin, le virus circule et s'il faut reconfiner, je peux vous dire que les mêmes commentateurs diront que nous n'avons pas pris les bonnes mesures. Et ce serait une catastrophe. Et en tout cas, ça ne serait pas bon pour l'activité économique et ça ne serait pas bon socialement et ça ne serait pas une bonne nouvelle sanitaire. Donc, soyons méthodiques, organisés, tenons compte de la réalité. La réalité, c'est un taux de circulation du virus. C'est des éléments qui nous remontent sur les tests. Est-ce qu'ils sont positifs? Est-ce qu'ils sont négatifs? C'est une très bonne nouvelle que le déconfinement se passe bien. Mais ne baissons pas la garde. Le virus existe, il circule. Bien d'autres pays nous le montrent aujourd'hui. Et je peux vous dire, je pense qu'aujourd'hui, on est sur la bonne voie. Continuons. Donc, Olivier Véran et Agnès Pannier-Runacher sont sur la même longueur d'onde. L'un la santé, l'autre l'économie, visiblement. Merci Vincent. On va maintenant faire entrer sur ce plateau Brigitte Boucher de LCP. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Francis, bonsoir Agnès Pannier-Runacher. Bonsoir Brigitte Boucher. Je viens de vous entendre, on vient de parler d'Olivier Véran qui dit n'allons pas trop vite dans l'allègement du protocole sanitaire. Quand on entend Bruno Le Maire, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, on a l'impression que ça va quand même pas assez vite pour l'économie française. Je crois qu'un des grands enjeux, c'est effectivement d'avoir des commandes, de soutenir notre économie, de faire en sorte que la mécanique reprenne. Je prends l'exemple de l'industrie. Le sujet de l'industrie aujourd'hui, ce n'est pas un sujet de protocole sanitaire, c'est un sujet de fondamentaux économiques. Le sujet de l'aéronautique pour lequel nous allons annoncer un plan de soutien massif demain, ce n'est pas un sujet de protocole sanitaire appliqué en France. C'est le fait que le marché de l'aviation commerciale s'est effondré. Mais est-ce que ça va assez vite pour vous du point de vue économique et la reprise? Ça va assez vite ou il faudrait accélérer? Je crois qu'il faut soutenir l'activité des entreprises. Moi, l'enjeu que j'ai, c'est notamment, et parce que j'ai aussi eu un œil sur la parité homme-femme, tout ce qui est problématique de garde d'enfants est important. Il faut que les femmes puissent reprendre le travail, que les entrepreneurs puissent repasser en prospection de PIB, commerciale. De dette en plus. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui plus vite. Nous sommes aujourd'hui en action. On peut faire des bonds sur son siège en disant plus vite, plus vite, plus vite. C'est pas ce qu'a fait Brigitte. L'important, c'est d'avoir des consommateurs qui puissent consommer, c'est le cas aujourd'hui. C'est d'avoir des entreprises qui puissent produire, c'est le cas aujourd'hui. Et c'est surtout d'avoir une vision pour la reprise économique qui suppose d'avoir une demande et de transformer notre économie pour construire la croissance future. Pour cela, il faut aussi que les enfants aillent à l'école, pour que les parents puissent retrouver le chemin du travail. Est-ce qu'il n'y a pas, là encore, on en parlait, mais est-ce qu'il n'y a pas deux lignes? Est-ce qu'il n'y a pas la ligne Blanquer d'un côté, la ligne Véran de l'autre? À aucun moment, je n'ai eu le sentiment que Jean-Michel Blanquer mettait le pied sur le frein de la reprise dans les écoles. Non, au contraire, il accélère. Alors qu'Olivier Véran a peut-être envie de... un des premiers à soutenir la reprise dans les écoles. Et je rappelle aussi qu'aujourd'hui, des problématiques qu'on a, notamment à Paris,
c'est un problème de personnel municipal. Mettons aussi les choses en perspective. Ah, on sent la candidate au municipal à Paris. C'est un problème de professeur. C'est un problème... C'est aussi un problème de personnel qui est en appui dans les écoles. Et qui n'est pas On assez le vit mobilisé tous par au la mairie de Paris, quotidien. ça que Vous vous voulez savez, moi dire j'ai 3 enfants. Et qui n'est pas assez mobilisé par la mairie de Paris, ça que vous voulez dire qui en tout état de cause manque à l'appel. Mais bon. Mais manque à l'appel à cause de qui? Mais à cause de qui? À cause de la mairie de Paris qui ne fait pas son travail? Moi, je ne suis pas l'employeur des personnels municipaux. Donc vous renvoyez Hidalgo. Je le renvoie évidemment à Anne Hidalgo. Parce que c'est elle qui emploie. Il y a des nouvelles règles de chômage partiel qui sont à l'étude et qui pourraient s'étaler sur 1 ou 2 ans. Ça risque évidemment de coûter assez cher. Vous dites banco, on y va quand même? Quelle est l'alternative? Payer du chômage? Des licenciements massifs? Payer du chômage. C'est ça l'alternative. Donc la vraie question, c'est comment fait-on pour accompagner le plus rapidement possible la reprise économique? Et dans certaines situations, effectivement, notamment dans des situations où vous avez des expertises qui sont difficiles à reconstruire, difficiles à recruter. Là encore, l'aéronautique est un très bon exemple, mais également l'automobile. Vous avez plutôt intérêt à maintenir le lien du contrat de travail entre l'entreprise et le travailleur, à permettre, parce que le chômage partiel, c'est pas 0,1, ça veut dire que vous pouvez travailler à 20%, à 40%, à 60%, à 80%. Et l'État compensera. Donc à vous adapter à cela. L'État compensera, mais chacun fera un effort. C'est la règle du jeu, c'est la règle du jeu qu'a posée Muriel Pénicaud, qui me semble une bonne règle du jeu. Et surtout, l'alternative, c'est d'avoir des gens qui sont au chômage et qui mettent du temps à retrouver. Et donc ça coûte plus cher. On disait tout à l'heure 450 milliards. La question, c'est qui va payer et surtout, sur certains aspects, quel budget? Quel budget? Oui, par exemple pour la dette sociale, il y a le déficit de la Sécu qui a pris en charge une partie du chômage partiel. Ça coûte un déficit de la Sécu à 52 milliards. Qui doit payer finalement? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est l'assurance maladie? Alors déjà, qui doit payer, c'est tout l'enjeu de recréer de la croissance. Enfin, je reviens toujours à ça parce que votre principal contributeur aux impôts, c'est la croissance. Lorsque vous avez du bénéfice, vous avez des impôts. Lorsque vous avez des gens qui travaillent, vous avez des cotisations sociales. Et le vrai combat, c'est celui de l'emploi et celui de la croissance. C'est le seul combat qu'il faut mener aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit soutenir la demande et on doit soutenir l'offre. On doit faire en sorte que nos entreprises soient plus compétitives pour aller chercher des parts de marché à l'international et justement être en capacité d'avoir plus de croissance. Et on sait de la crise de 2008 que lorsqu'on veut imposer une fiscalité trop rapidement, on arrête net la reprise et on le paye très cher. C'est ce que nous avons fait en France. Et d'ailleurs, ça a été reconnu comme ayant été une erreur d'appréciation. Et dans les pays européens qui étaient proches, on n'a pas fait ça. La reprise a été plus rapide. Et quand je compare le plan français au plan étranger, moi, je trouve que le modèle allemand me paraît plutôt sérieux. Et vous voyez, on est à peu près sur les mêmes dynamiques. Dernier point, s'il vous plaît. Quand on parle des 450 milliards, on factorise les 300 milliards de prêts garantis par l'État. Mais moi, j'attends que les prêts soient remboursés par les entreprises. C'est ça qui va financer le plan. Si les entreprises remboursent leurs prêts, c'est un prêt d'honneur qu'on leur fait. Si elles remboursent leurs prêts, vous avez déjà 300 milliards d'euros qui sont couverts. C'est vrai que ça réduit la note. Dans ce contexte, finalement, est-ce qu'on peut continuer la réforme de l'assurance chômage ou est-ce qu'il faut l'abandonner? Alors, pourquoi l'abandonner? Parce que ça coûte cher. Oui, vous avez dit tout à l'heure, vaut mieux du chômage partiel que du chômage tout court. Donc la réforme de l'assurance chômage ne tient plus. Mais ça n'a juste rien à voir. Si. La réforme de l'assurance chômage, c'est une réforme qui est structurelle. Oui, s'il y a du chômage, mais puisque votre but c'est d'éviter du chômage. Qui vise à inciter, si je puis me permettre, qui vise à inciter justement à la reprise du travail. À date, elle n'est peut-être pas adaptée dans ses fondamentaux. C'est pas une question d'argent. Elle n'est peut-être pas adaptée dans ses fondamentaux. Plus dur de retrouver du travail en ce moment. Elle peut réduire les périodes dans lesquelles on est couvert. Donc de ce point de vue-là, on peut la suspendre. C'est ce que nous avons fait. Mais pourquoi remettre en cause une réforme structurelle? Pourquoi remettre en cause une réforme structurelle? Je ne suis pas sûre que les fondamentaux de l'économie sur 1 ou 2 ans, ça veut dire que dans 1 ou 2 ans, on peut la repousser. On ne va pas faire dans les médias. Elle peut être repoussée jusqu'à la fin du quinquennat et pour le prochain quinquennat, le cas échéant. Pas nécessairement. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre réforme de fond. Et je veux rappeler que le bilan économique de ce gouvernement, il a été de baisser le chômage de plusieurs points. Puisque nous étions du côté du 8 dans le même contexte aujourd'hui. Certes,
Mais ça veut dire que ces fondamentaux structurels ont fonctionné. La méthode économique ne change pas parce que vous avez la crise. Donc, baisse du chômage, augmentation de la croissance. On avait une croissance d'1,5% en été, une des plus élevées de l'Europe continentale de l'Ouest. Mais si on a beaucoup de chômage, il faut s'adapter. On était, le premier pays pour les investissements étrangers en Europe. Gardons ces fondamentaux et traitons, comme nous le faisons, avec méthode et détermination, le sujet de la crise. En tout cas, la réforme de l'assurance chômage est suspendue, ce que vous avez dit pour l'instant. Brigitte, on va continuer à parler d'argent. On va parler parce qu'il va y avoir de l'argent encore mis sur la table dans les jours qui viennent. 40 milliards pour le 3e budget de rectificatif, projet de loi de finances rectificatif. 40 milliards pour le tourisme, l'aéronautique et l'automobile. 40 milliards pour quoi? Pour boucher les trous finalement? 40 milliards pour préparer l'avenir. C'est toute la différence. Notre plan, il repose sur 3 temps. L'urgence d'abord, faire en sorte que les entreprises ne tombent pas par milliers. Je rappelle un chiffre. Les États-Unis, c'est 40 millions de chômeurs de plus. 40 millions de chômeurs de plus. Est-ce que c'est ça que nous voulons pour notre pays? Je ne crois pas. Le deuxième temps, c'est les plans de soutien. C'est faire en sorte que les entreprises qui sont sous forte pression tiennent au moment de la reprise. C'est ce que nous faisons pour le tourisme, pour l'automobile, pour l'aéronautique, c'est pas 40 milliards, c'est pour les commerçants. C'est bien plus. Et le troisième temps, c'est le plan de relance. Et lorsqu'on met cet argent dans la balance, en face, on fait aussi des économies. J'ai parlé du chômage, mais lorsque vous remettez du fuel dans le moteur et que vous recréez de la croissance, ça fait toute la différence. Brigitte. Et c'est ce pari que nous faisons d'une croissance qui est en plus fondée sur des fondamentaux plus écologiques et plus numériques. Alors, C'est-à-dire que ces 40 milliards, vous avez défendu quoi, vous avez pesé? Sur ces 40 milliards, il y a effectivement dans toute la partie industrielle, moi j'ai pesé notamment sur la transformation et l'accompagnement des entreprises industrielles, les subventions à l'usine 4.0, et puis des mesures toutes simples, très rapides. Faire par exemple des diagnostics de reprise des PME pour leur permettre d'accélérer. C'est tout l'enjeu de ce que nous lançons avec BPI, 1000 diagnostics, la banque publique d'investissement. C'est 1000 diagnostics, je dirais, en blitz. C'est-à-dire 1000 entreprises qui pourront avoir accès à un diagnostic de leur activité. 5 jours de conseil, de la formation qui permettent à ces entreprises de redémarrer plein pot dans l'économie. Pour voir quels sont les nouveaux marchés, pour voir vers quoi elles peuvent aller, c'est ça. Où elles sont, quelle est leur chaîne d'approvisionnement, comment elles peuvent faire mieux avec cette chaîne d'approvisionnement. Donc 1000 entreprises bénéficieront de ça. Exactement. Et c'est combien, ça? C'est une enveloppe de combien? C'est une petite enveloppe, c'est 14 millions d'euros. Mais c'est 1000 entreprises, 1000 PME, et ça leur permet d'accélérer. C'est un coup de pouce majeur dans la croissance. Parce que ce dont on a besoin, c'est aussi de formation et d'accompagnement. Une dernière question de Brigitte. La crise a coûté cher, 4 milliards dans les transports. Est-ce que l'État va compenser cette somme? Alors, l'État, aujourd'hui, fait un effort massif aux côtés des entreprises. Donc, on n'est pas dans des logiques de compensation. On est dans les logiques où on construit le futur. Lorsqu'on accompagne l'automobile, lorsqu'on accompagne l'aéronautique, lorsqu'on accompagne des entreprises publiques, on construit le futur. Donc, il y aura des parties qu'on prendra en charge, mais pas pour tamponner. Mais pas les 4 milliards, en tout cas. Mais pour construire le futur. Mais pas les 4 milliards. Alors, ça, c'est une décision qu'il appartiendra de prendre dans les jours qui viennent. Merci Brigitte. Merci Francis. Place maintenant dans l'audition publique à nos invités parlementaires qui vous ont écouté et qui nous attendent en duplex. Parce qu'audition publique, c'est aussi le lieu où il y a des parlementaires qui viennent vous interroger notre invité. Et ce soir, c'est Sophie Primas, qui est sénatrice Les Républicains des Yvelines, présidente de la Commission des affaires économiques au Sénat. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Et puis merci aussi à vous d'être avec nous, Sébastien Jumel. Vous êtes député PCF de Seine-Maritime. Et on va commencer par Sophie Primas, qui voudrait déjà vous interroger sur Renault, parce qu'elle a un site Renault chez elle. Oui, bonsoir Madame la secrétaire d'État. Je vous interroge évidemment comme élue du département des Yvelines et en particulier d'un site dans lequel se trouve ma commune qui est aussi le site de l'usine Renault de Flins. Je vous dis ça parce que dans ce site sur lequel l'usine est implantée depuis 1952, on a usage de dire qu'on a un losange dans le cœur, à la place du cœur. C'est pour vous dire que nous sommes à la fois très préoccupés par l'avenir du groupe Renault, de l'Alliance, mais aussi de l'industrie automobile locale qui a façonné notre territoire d'un point de vue social et sociologique.
Nous sommes des enfants de l'industrie automobile. Alors la restructuration qui a été annoncée la semaine dernière nous laisse un petit peu sur notre faim, en particulier localement, puisqu'on nous annonce un pôle d'excellence sur l'économie circulaire. Donc nous sommes ravis d'être un pôle d'excellence. Pourquoi pas sur l'économie circulaire, qui est une chose évidemment stratégique pour notre économie. Et votre question, s'il vous plaît. J'arrive, mais je veux simplement dire que nous refusons, nous, les élus locaux, et quand je parle des élus locaux, c'est la région, le département et notre communauté urbaine, à ce qu'il n'y ait plus de production automobile chez Renault et à l'usine de Flins. Et nous sommes prêts à investir, à aider Renault dans la compétitivité. Comment est-ce que le gouvernement, aux côtés des collectivités territoriales, va nous aider? Je vous demande de refuser le fait que nous ne produisions plus de voitures dans notre vallée de Seine. Alors, je crois déjà qu'il faut poser le sujet. De quoi parle-t-on? On parle d'une entreprise qui est en grande difficulté, qui aborde la crise, et je crois que Sophie Primas et d'ailleurs Sébastien Jumel, puisqu'il est également un site Renault. Il va vous interroger sur un autre enjeu. Le savent très bien. Renault arrive en février à l'annonce de ses résultats en disant « j'ai un plan d'économie à faire, je perds beaucoup d'argent et j'ai une situation où j'ai des usines qui peuvent construire plus de 5 millions de véhicules. Simplement, le marché n'est pas au rendez-vous. Ça, c'est le constat. Donc, je ne pourrais pas les vendre et j'ai un problème. » Sophie Primas vous dit, est-ce que... Mais non, mais il faut répondre à la question. Je vais répondre, justement, si vous me permettez. Bon. Par rapport à ça, la réponse, c'est effectivement d'accompagner Renault dans son plan d'économie. Ce plan d'économie, je veux le dire d'abord, ce n'est pas un plan de licenciement. Merci. Ce sont des suppressions de postes qui vont se faire de manière au maximum. C'est l'engagement de Jean-Dominique Sénard, non contrainte. Juste une petite chose. Sophie Primas, vous disiez merci. C'est ironique ou c'est sincère? Non, c'est tout à fait sincère. Nous sommes prêts à travailler la compétitivité du site pour garder l'emploi et garder la production. Donc, ensuite, notre enjeu à nous, c'est de positionner stratégiquement Renault comme le leader du véhicule électrique. Donc, toute notre force, toute la force que nous mettons aujourd'hui dans la bataille, c'est entre maintenant 2023, qui est la date, 2024 en l'occurrence pour la Zoé, qui est la date de fin de production de la Zoé, de construire des sites pour Renault qui soient tous très compétitifs. Je vais jusqu'au bout. Ils sont tous très compétitifs. Renault ne met pas des activités de second rang dans Flins, dans son plan. C'est des activités qui sont essentiel. Lorsque Renault rapatrie, par exemple, le moteur électrique en France, alors qu'il devait être produit en Chine... Ce sera à Flins. Ce ne sera pas nécessairement à Cléon. Ça sera à Cléon. Mais ce n'est pas nécessairement secondaire. Lorsque Renault fait, comme le dit Sophie Primas, de l'économie circulaire, c'est pas pour... Oui, mais attendez, Sophie Primas, elle vous a posé deux questions. Est-ce que vous engagez... Madame la secrétaire d'État, il n'y a pas de modèle économique aujourd'hui de l'économie circulaire. Donc ne me faites pas croire qu'à date, un projet qui n'est pas construit et dont on ne connaît pas le modèle économique viendra mettre des investissements productifs. Surtout vous avez dit, Sophie Primas, que les collectivités locales, la région par exemple, mais pas que, sont prêtes à mettre de l'argent pour maintenir le site. Et Sophie Primas, Sophie Primas vous dit, est-ce que l'État est prêt à suivre là-dessus? Alors, pour ne pas fermer Flins. Mais on ne ferme pas Flins. On ne ferme pas Flins. Non, mais attendez, on ne faut pas raconter n'importe quoi. On ne ferme pas Flins. Deux, je doute que Renault mette en place un modèle d'économie circulaire qui ne soit pas soutenable. C'est quand même une entreprise automobile avec les marges les plus difficiles. Je connais ce métier, j'ai été dans la sous-traitance automobile. Si vous voulez, si le projet ne volait pas, il ne le mettrait pas à Flins. Il ne faut pas prendre les gens de Renault comme des gens pas sérieux. La région qui veut donner de l'argent. Ensuite, évidemment, on est prêt à travailler main dans la main avec la région et les collectivités locales. On le fait déjà pour mettre les activités qui ont le plus d'avenir pour Flins, pour son positionnement, pour les caractéristiques propres du site. Mais est-ce que c'est d'une voiture? Est-ce que c'est un moteur? Est-ce que c'est d'autres activités? C'est aux industriels de nous faire les propositions. Moi, mon enjeu... c'est à eux de décider, c'est ça que vous voulez dire? Moi, c'est surtout à eux de nous faire les propositions. Bien. Lorsque l'État fait l'industriel à la place de l'industriel, ça fait des catastrophes. Alors, puisqu'on est sur Renault... Notre enjeu, c'est de challenger Renault. Je suis d'accord avec Sophie Primas pour dire, moi, je veux un modèle économique, je veux savoir combien d'emplois, je veux savoir pourquoi faire, et je veux savoir comment on gagne de la compétitivité. Alors, Renault... Il y a plusieurs sites. Et on va retrouver Sébastien Jumel. Parce que vous aussi, vous voulez parler de Renault. Renault à Dieppe. Mais ça, c'est autre chose. C'est une autre histoire. Alpine, c'est l'ADN de Dieppe. C'est la sève de la cité du Ken.
Et moi, je veux réagir au propos de la ministre. D'abord, ne pas oublier que l'État est actionnaire, et donc l'État ne peut pas être spectateur des décisions prises par Renault, mais peut impulser une véritable stratégie industrielle. Deuxième élément, avoir en tête que entre 2004 et 2020, nous avons beaucoup trop délocalisé. Nous avons renoncé à une forme de souveraineté industrielle, et l'enjeu est donc de relocaliser des productions en préservant l'ensemble des sites français. Ce matin, moi, j'étais en réunion de travail aux côtés de la région, du département, de l'agglomération, de la ville et des industriels, parce que nous croyons en l'avenir de cette marque premium dans un site qui est ultra moderne et dont le savoir-faire est basé sur le travail d'orfèvre des salariés. Et donc, ma question, mais j'ai un engagement de Bruno Le Maire là-dessus, c'est comment l'État, aux côtés de Renault, mais l'État actionnaire, au moment où il signe un chèque de 5 milliards d'euros, même si c'est sous forme de prêt, peut être à l'initiative en porteur d'État stratège pour définir une stratégie de production automobile Made in France possible. Parce que les erreurs stratégiques de Carlos Ghosn ont été cautionnées par l'État, y compris par ce gouvernement. Alors, s'agissant de Renault et de Dieppe, première chose, je veux rappeler que c'est précisément en état stratège que nous agissons. C'est-à-dire que le prêt garanti par l'État, il est conditionné à un certain nombre d'actions. Le doublement du nombre de voitures électriques produites sur le territoire d'ici 2022. Le quadruplement du nombre de véhicules électriques produits sur le territoire français d'ici 2024. Le rapatriement de la production du moteur électrique qui devait être fait en Chine sur une usine française. Ça, c'est très concret et assorti de centaines de millions d'euros d'investissement. Ça, c'est pour la relocalisation. Et je rejoins l'analyse de Sébastien Jumel. Je me permettrai juste de dire que ce gouvernement est le premier gouvernement à avoir créé l'emploi industriel en 2017, en 2018 et en 2019. Ça ne s'était pas vu depuis 2000. Donc l'industrialisation et le fait de se battre pour chaque emploi dans une entreprise en difficulté et le fait d'être à la manœuvre pour relocaliser, pour attirer des investissements étrangers en France et pour mettre de nouveaux sites industriels, je pense qu'on n'a pas à rougir de notre action et nous allons continuer aux côtés de Renault et nous allons continuer, c'est aussi très important, sur tout l'ensemble de la sous-traitance de Renault parce que les deux sujets vont de pair. Alors voilà, c'est une réponse directe, claire. Mais Sébastien Jumel parlait de Carlos Ghosn au passage. Le passage de Carlos Ghosn, ça a été une catastrophe. Je crois que là, on synthétise, je ne sais plus combien d'années il a été à la tête de Renault, mais 15 ans, en une phrase qui est un peu lapidaire. Et il y a eu une période... C'est une question. Oui, je crois que tout le monde se rappelle, et d'ailleurs loué les grandes qualités de Carlos Ghosn au moment où il a repris et restructuré Nissan, notamment, et sauvé Nissan de la faillite et donné à cette alliance finalement une dynamique qui lui a permis d'être le premier constructeur de voitures au monde. Il faut se rappeler de ça. Après, donc le bilan n'est pas mauvais. Non, le bilan, il est contrasté, si vous voulez. Vous ne pouvez pas résumer un homme, 20 ans de la carrière d'un homme en une phrase lapidaire. Moi, je reconnais qu'aujourd'hui, et c'est d'ailleurs très clairement dit par Jean-Dominique Sénard et la directrice générale actuelle, Clotilde Delbos, il y a une course au volume. Cette course au volume, c'est une course qui a pesé sur les fondamentaux de Renault et c'était stratégiquement une erreur et on le reconnaît. À propos de relocalisation, Sophie Primas, vous avez écouté avec attention parce que justement, vous dites, vous Sophie Primas, relocalisation d'accord, mais pas à n'importe quel prix et c'est pas un jeu de mots. Oui, non, c'est pas un jeu de mots parce que force est de constater que nous avons depuis quelques années orienté l'ensemble de notre économie vers tout ce qu'on a appelé la valeur ajoutée. Alors on fait plus de recherche, plus de valeur ajoutée, plus de produits sophistiqués. Et en fait, on laisse une grande partie du marché, le marché qui est accessible à l'ensemble, la majorité de l'ensemble de nos concitoyens, soit à des produits d'importation, soit on les laisse se délocaliser dans des pays à faible coût. Comment est-ce qu'on va jouer la relocalisation sur ces produits à faible coût, qui sont des produits essentiels à notre économie et qui sont des produits essentiels aussi au travail, au monde du travail? Question rapide et réponse directe. Réponse directe. Le premier levier, c'est l'industrie 4.0. Ce sont des méthodes, cobots, robots, fabrication additive, machines à commande numérique, qui peuvent faire gagner jusqu'à 30% de productivité à une usine française. C'est très important. Donc faire baisser les prix. Donc permettre de produire la même chose pour un prix inférieur de 30%. Ça, c'est le premier point et ça permet de rattraper en fait notre modèle qui est un peu plus cher. Mais il faudra du temps pour ça, il faudra beaucoup d'années, non ?
Non, alors un retour sur investissement sur un projet d'usine du futur, c'est 18 mois. Ça, c'est Forestia qui me le donne. Et c'est d'autant plus important lorsque vous avez des personnels dont le coût du travail, dans des pays où le coût du travail est élevé. Et ça veut dire aussi beaucoup de formation, puisqu'il faut accompagner les opérateurs dans ça. La deuxième chose, c'est que à la faveur de cette crise, il y a un mouvement de relocalisation générale par région. Donc l'enjeu n'est plus de se comparer forcément aux Chinois ou au Vietnam, mais c'est de se comparer aux Portugais et aux Espagnols. On a encore de la compétitivité à gagner. Mais pour gagner cette compétitivité, il faut poser la question des impôts de production, sur lesquels nous sommes sensiblement plus élevés que d'autres pays. Il faut poser la question, effectivement, notre appareil de production et le rendre plus moderne. Et il faut aussi essayer de trouver des avantages compétitifs. Et on a des avantages compétitifs dans nos techniques de transition écologique énergétique. Si on investit, alors ce n'est pas que de la valeur ajoutée, la transition écologique énergétique. Je reprends l'exemple des masques. Les masques, c'est une fabrication assez basique, en réalité. Simplement, la R&D très rapide que l'on a mis en place, recherche et développement, a permis de développer des masques filtrants qui n'existent pas beaucoup ailleurs sur le marché européen. Voilà un exemple tout simple. Sébastien Jumel. Je vais vous prendre au mot. Alors Sophie Primas, il faut que Sébastien Jumel parle, mais rapidement. Oui, je voudrais juste prendre au mot la ministre en disant simplement Industrie 4.0 en 18 mois, on reprend la localisation de la Clio à Flins et tout ira bien. Ah ben si on peut le faire, moi je serais ravie. Mais il faut aussi aller jusqu'au bout des programmes. C'est-à-dire que pour l'avoir aussi vécu, vous avez un rythme, un cycle de vie produit et c'est tous les 4 ans qu'on peut bouger les productions. Tout ce qu'on dit là est enregistré à l'INA, on vous le ressortira dans 18 mois. Hein. Sébastien Jumel, puisqu'on parle de crise, vous dites-vous, comment on se sort de cette crise? Écoutez, tout à l'heure, la ministre a fait l'impasse sur le fait que ce gouvernement avait manqué de masques. Et j'ai le sentiment que plus s'ébauche la stratégie de relance, plus les masques tombent. L'appréhension que j'ai, c'est que Agnès Pannier-Runacher, le 10 mars dernier, nous disait c'est le moment d'investir à la bourse parce que la bourse est solide. Est-ce qu'elle tiendrait ses propos aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais que le plan de relance envisagé, c'est que sous la Macronie, il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et en mauvaise santé. Et donc ma préoccupation est la suivante. Chantage à l'emploi à travers la loi Pénicaud, retour de la réforme de l'assurance chômage, réforme des retraites actualisée mais qui reviendrait sur la table, alors que ma conviction, c'est qu'il ne peut pas y avoir de relance économique s'il n'y a pas une relance de la demande et qu'il ne peut pas y avoir de relance économique efficace et durable sans bifurcation écologique et sans une république sociale apaisée. Autrement dit, il faut, le mouvement des Gilets jaunes n'est pas très loin, la colère sociale couve, il faut rétablir des éléments de justice sociale. Et ma proposition que je mets sur la table, et c'est ma question à la ministre, c'est la proposition formulée avec humanité, avec sincérité par Vincent Lindon. Nos services publics sont abîmés, l'injustice fiscale est criante et les inégalités sociales sont au rendez-vous. Mettons en place une taxe Valjean, c'est-à-dire prenons le pognon là où il est. Ceux qui ont des yachts n'auront pas de douche en or, mais peut-être continueront à utiliser leur yacht. Et finançons la relance et les services publics et d'une certaine manière la cohésion sociale nécessaire à la relance avec une justice fiscale qui doit être au rendez-vous. Moi, j'appréhende le fait que le monde d'avant soit comme avant, voire pire qu'avant, lorsque j'entends le ministre et Bruno Le Maire parler de Sébastien Jumel vous dit la taxe Jean Valjean, parce que Jean Valjean, Les Misérables, Victor Hugo, alors je vais revenir 2 secondes sur la bourse. Ce que j'ai dit. Oui, vous le regrettez. Ce que j'ai dit le 10 mars. Est-ce que vous le regrettez entre parenthèses? Attendez, si je peux aller jusqu'au bout. Ce que j'ai dit le 10 mars très précisément, c'est que les entreprises françaises avaient des fondamentaux beaucoup plus solides que ce que reflétait leur valeur en bourse. Donc c'était précisément pour dire, lorsqu'on croit dans l'entreprise française, lorsqu'on croit dans nos entreprises industrielles, alors on doit investir dans ces entreprises parce que ça les soutient. On parlait du début du coronavirus. Et donc je vais juste le redire parce que ça a été quand même effectivement assez largement comme ça si tombait on mal. faisait... Ça tombait le jour où on parlait du coronavirus et du début de l'épidémie. Donc ça faisait bizarre. Le coronavirus circulait depuis quelques temps. Oui, voilà. Non, mais je veux dire, c'est dans ce contexte. C'est pour ça que ça a été mal compris. La bourse tombait et qu'il fallait investir. Et je veux le redire. Nos entreprises françaises, c'est elles qui créent de la richesse, c'est elles qui donnent de l'emploi. Et lorsqu'on soutient les entreprises, on soutient avant tout
les gens qui travaillent. Et dans ce pays, moi, la meilleure façon de sortir les gens de la pauvreté, c'est qu'ils travaillent, c'est qu'ils aient accès à un travail. Sur la taxe Jean Valjean, c'est tout l'enjeu de l'emploi. Qui n'est pas l'impôt sur la fortune, c'est autre chose. Ça y ressemble quand même cruellement, puisque c'est peut-être inspiré, mais c'est autre chose. Sur le patrimoine. Donc l'ISF, c'est un pourcentage sur le patrimoine. Donc après, oui, mais c'est pas le même pourcentage, c'est pas forcément la même base. C'est un pourcentage plus élevé et sur des patrimoines plus élevés. Alors, donc, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je réponds très simplement que lorsqu'on lit l'histoire des Misérables jusqu'au bout, et c'est cette partie et cette facette de Jean Valjean que je préfère, il devient Monsieur Madeleine. Et Monsieur Madeleine, il monte d'abord une fabrique de verroterie. Puis il devient un industriel reconnu. Et enfin, il s'engage comme maire auprès de ses compatriotes. Et c'est comme ça qu'il fait en sorte que tous les gens autour de lui aient un emploi, et il y est particulièrement attentif. Et cette facette de Jean Valjean me semble beaucoup plus intéressante que l'idée de taxer systématiquement, en l'occurrence, le capital, c'est-à-dire ce dont on a besoin. Parce que les mêmes qui nous disent « mais taxer le capital, c'est tellement simple », nous disent aussi « il faut renforcer les fonds propres des entreprises ». Mais c'est quoi les fonds propres des entreprises ? Les mêmes, c'est Sébastien Jumel qui vous écoute, parce que le Jean Valjean d'Agnès Pannier-Runacher, c'est pas le même que le vôtre, Sébastien. Mais c'est le même, pourtant, c'est le même personnage. Il va vous dire. Jusqu'au bout. J'imagine bien que dans le 16e arrondissement de Paris, on ne rencontre pas les mêmes Jean Valjean que dans ma cité portuaire et populaire de Dieppe. Moi, je crois en intelligence ouvrière. Je crois aussi que nous avons rendu hommage aux premiers de corvée qui ont fait en sorte que l'économie tourne pendant le coronavirus, et je pense que la moindre des reconnaissances, c'est là que j'entends parler de relance par la demande, c'est d'envisager une meilleure reconnaissance par le salaire, c'est d'envisager que la pénibilité de ces métiers-là soit reconnue et qu'on ne revienne pas en deuxième lecture sur la loi des retraites, parce que nous savons que les premiers de corvée n'ont pas les mêmes points de vie en bonne santé que ceux qui vivent dans le luxe, le calme et la volupté, et que lorsque j'entends parler d'une réforme de l'assurance chômage qui viserait en fait à réduire les coûts d'indemnisation, je suis inquiet sur votre conception des Misérables. Parce que, je vous le dis, Madame la Ministre, il y a une colère rampante qui couve. Le sentiment Elle va vous répondre, la ministre. Le sentiment fort que le confinement n'a pas été le même pour tout le monde et que le déconfinement n'est pas le même pour tout le monde. Agnès Pannier-Runacher. Alors chacun son histoire. Agnès Pannier-Runacher. Chacun son histoire. Moi, il se trouve que je connais bien les chantiers navals de la Ciotat et que c'est quelque chose qui a, je dirais, bercé mon enfance. Donc à chantier et demi. Et par ailleurs, là où je partage, c'est que l'enjeu aujourd'hui que nous avons par rapport aux classes populaires, et je rappelle que les classes populaires, nous sommes les premiers à avoir baissé les impôts des gens qui sont de ces classes populaires, qui sont des classes moyennes. Parce qu'ils travaillent et qui payaient beaucoup d'impôts. La baisse de 5 milliards de l'impôt... Qu'est-ce que vous disiez, Sébastien Jumel ? J'ai lu la version allemande et française transmise aujourd'hui aux membres de la Commission économique du plan de relance en Allemagne. Et le levier des Allemands, c'est d'agir sur la TVA, l'impôt le plus injuste. Alors, juste. Par la demande, la TVA peut être une solution. Pour reconstituer les marges des entreprises, il faut lire le plan jusqu'au bout. C'est pas pour baisser les prix. Donc, je vais aller jusqu'au bout, effectivement. Et rapidement, parce qu'il y a une dernière question. L'enjeu pour les personnes de ces premiers de corvée, comme vous dites, c'est effectivement améliorer les conditions de travail. Ça, c'est un enjeu. C'est de faire en sorte que leur enfant ait accès aux meilleures études. Ça, c'est ce que nous faisons en dédoublant les classes. Moi, je préfère être dans un monde où on dit aux gens, on vous donne les moyens de réaliser votre potentiel, d'avoir l'emploi que vous méritez, de pouvoir progresser, plutôt que de redistribuer de manière, je dirais, quasiment facile. En tout cas, prenez l'argent et puis ça ira bien. Et puis vous n'aurez pas d'avenir, mais c'est pas grave. Vous aurez un peu d'argent pour survivre et finir. De Jean Valjean ce soir. Sophie Primas, une dernière question très rapide à propos d'avenir et d'environnement, justement. Oui, je voudrais simplement, c'est presque une supplique à Madame la secrétaire d'État. Dans la transition écologique, on voit bien, et je pense que la crise a été un formidable accélérateur, que cette transition écologique, elle est importante pour les Français, elle est importante pour les entreprises, elle est probablement un levier de relance. Est-ce que vous pourriez faire un plan non hystérisé et qui soit un plan dans lequel on ait une vision de long terme? On ne peut pas dire il faut plus de voitures et faire un plan relance automobile. On ne peut pas dire il faut de l'énergie décarbonée et arrêter complètement le nucléaire. Il ne faut pas dire qu'on veut consommer de l'agriculture et ne pas soutenir les agrocarburants, etc.
un plan qui soit non hystérisé à long terme. Agnès Pannier-Runacher. Alors, rapidement. Moi, je crois que l'enjeu, c'est effectivement d'avoir une approche qui soit pragmatique de l'écologie. Une approche pragmatique de l'écologie, c'est justement, on ne dit pas il faut 0 voiture. On dit il faut des voitures qui polluent moins. C'est tout l'enjeu de la prime à la conversion. Lorsqu'on dit changez votre voiture qui a 15 ans d'âge et qui pollue beaucoup pour une voiture qui a encore un moteur thermique mais qui pollue 10 fois moins, eh ben, on est pragmatique. Et c'est comme ça que nous devons construire le plan. La réponse est claire. Merci Sophie Primas, merci Sébastien Jumel d'avoir été avec nous en direct dans Audition Publique. On va accueillir maintenant, il est temps, Yves Tréhard. Bonsoir Yves. Bonsoir Francis. Bonsoir Madame. C'est le regard politique d'Yves Tréhard. Alors vous avez fait beaucoup de technique là pendant 3 quarts d'heure. Faire un peu de politique. On regarde un petit peu ce qui se passe, le spectacle donné par la majorité présidentielle. Et puis alors, vous êtes arrivé il y a 3 ans, la majorité était en marche. On a un peu l'impression qu'elle est en morceaux là, non ? Je crois que s'exprime effectivement un certain nombre de tendances, mais c'est amusant parce que finalement, quand on est arrivé il y a 3 ans, on parlait des godillots. Quand aujourd'hui, un certain nombre de députés témoignent de intérêts divers, d'importance... Divergents même, carrément. Non, diverses, parce que quand vous votez des projets, et je vous invite à le regarder, on retrouve manifestement une majorité assez large. Elle se réduit comme peau de chagrin. Oui, mais ce qui est important, c'est les majorités de projets autour des textes de loi. Et moi, j'ai pas eu, pour avoir porté le PLFR1, le PLFR2, par exemple, donc les projets de loi de finances rectificatives, tout le travail qu'on a fait, par exemple, pendant ce plan d'urgence, il y a eu une certaine adhésion à la démarche que nous avions mis en place. Le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale est dirigé et présidé par Gilles Legendre, qui a commis récemment une note qui a été rendue publique, dans laquelle il n'a pas des mots très agréables pour le Premier ministre. Il dit même qu'il faut le changer. Et puis, il veut faire un grand ménage ministériel. Vous approuvez cette démarche ? Alors, c'est pas à moi qui suis membre du gouvernement de commenter une note qui... Au passage, il se verrait bien ministre, lui, d'ailleurs. C'est le seul parlementaire qui se verrait bien ministre. Je pense qu'il y a d'autres parlementaires qui pourraient se voir ministre. Oui, mais lui, il suggère il donne sa candidature. Le remaniement, c'est le président de la République qui le décidera, au temps où il voudra le décider, et en faisant confiance au Premier ministre qu'il aura choisi ou conforté. Il commet une faute, Gilles Legendre ? Je crois surtout que c'était un papier confidentiel et je m'étonne de le retrouver dans la presse. Mais après, le sujet n'intéresse pas... Vous savez, c'est peut-être pas l'opposition qui l'a rendu public, ce texte. Le sujet n'intéresse pas les Français. Enfin, on est au milieu... On a parlé de ça tout le week-end. Les commentateurs, certainement. Mais les Français, ce qui les intéresse, c'est de savoir si le 22 juin, le confinement va être élargi et s'ils vont garder leur emploi. Ne nous trompons pas de combat. Gilles Legendre doit démissionner de son poste de président de l'Assemblée nationale. Laissons-lui discuter. Du groupe, pardon. Laissons-lui discuter avec le groupe, et c'est certainement pas au pouvoir exécutif et a fortiori à un secrétaire d'État de commenter ce que doit faire le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Demain, il va y avoir un petit déjeuner, il a été annulé, le petit déjeuner de la majorité, à cause de cela. Je pense que c'est le temps de la discussion. Vous savez, un groupe, ça s'organise dans la discussion, dans la confrontation parfois. Oui. C'est important d'avoir quelqu'un qui anime le groupe. C'est à Gilles et à ses collègues de prendre ce moment et de s'expliquer. Et je ne crois pas qu'un ministre... Mais il doit s'expliquer, Gilles Legendre. Il doit s'expliquer, Gilles Legendre. Il doit s'expliquer, Gilles Legendre. Je crois qu'il doit prendre le temps, oui, de la discussion, mais comme il le fait... de l'explication, c'est pas pareil. S'expliquer sur cette note en question. Là, on titille sur les mots. Franchement, ce n'est pas une question très intéressante. Alors, il est beaucoup question d'un acte 3. Est-ce qu'on peut faire un acte 3 de ce quinquennat ? Puisqu'il y a eu l'acte 1... C'était l'arrivée, l'acte 2 après les Gilets jaunes, acte 3 peut-être après cette pandémie. Est-ce qu'on peut le faire avec le même Premier ministre ? Ce qui est important, c'est de savoir quelle est la vision. La vision que nous voulons porter dans les 18 mois qui nous séparent ou les... Il faut que vous soyez plus social ? Mais je pense qu'on a besoin de visibiliser tout le travail que nous avons fait dans le domaine social. La partie économique est bien visible.
elle est appréciée, elle est remarquée à l'international, elle est valorisée. Elle plaît à la droite, mais la gauche, elle n'a pas l'air de suivre. Mais la gauche de la majorité. Pardon, moi j'ai longtemps voté à gauche et je valide totalement le plan économique qui a été fait. Parce que ce plan économique, c'est la vraie façon de régler la question sociale, c'est en redonnant un emploi aux gens. Et maintenant, il faut le faire, le social, alors ? C'est pas qu'il faut le faire. Ça fait 3 ans qu'on le fait. Ça fait 3 ans qu'il y a un plan pauvreté. Ça fait 3 ans qu'on a mis en place des dispositifs complémentaires pour faire en sorte que les gens puissent avoir le destin qu'ils méritent. Que l'on a dédoublé, par exemple, les classes pour les ZEP, etc. Pour prendre que cet exemple-là, quelle est la plus grande injustice sociale en France ? C'est l'école. Pardon ? C'est l'école. C'est le fait qu'en France, vous mettez 5 générations pour changer de CSP, alors qu'ailleurs, c'est 2 à 3 générations. Madame Schiappa, qui est au gouvernement avec vous, fait savoir qu'elle aimerait bien changer de poste, avoir un poste plus important, alors qu'elle est chargée de l'égalité entre hommes et femmes. Est-ce que ça serait votre cas, vous, si vous êtes secrétaire d'État auprès de M. Darmanin, M. Le Maire, ce qui ne doit pas être tous les jours facile d'ailleurs, mais est-ce que vous voudriez prendre davantage de place à l'intérieur d'un gouvernement ? En l'occurrence, je suis secrétaire d'État auprès de Monsieur le Maire, et uniquement lui. Moi, je m'épanouis beaucoup dans ce que je fais. Et comme toujours, comme toute personne qui s'épanouit dans son poste, j'aspire à prendre plus de responsabilités. Parce que les entreprises, c'est passionnant. Parce que... Dans le domaine économique ou dans un autre ministère ? Écoutez, c'est pas moi qui fais la feuille de match et qui dit qui doit être défenseur et qui doit être attaquant. Et je fais confiance au président de la République pour choisir le bon défenseur et le bon attaquant. Mais plus de responsabilité. Plus de responsabilité, ça, vous êtes prête à l'assumer ? Mais je pense que de manière générale, mes collègues et moi-même aspirons, pour ceux qui veulent rester au gouvernement, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait un cycle complet, certains ont une grande expérience au gouvernement, à avoir plus de responsabilités. Vous voulez rester au gouvernement ? C'est sain, légitime. Avec moins de ministres, par exemple. Vous voulez rester au gouvernement, vous ? Moi, je me vois très bien rester au gouvernement si le président de la République me fait confiance. Et est-ce qu'il faut restreindre le nombre de ministres et de secrétaires d'État ? Encore une fois, il faut partir de la vision. Moi, je ne commence pas, pour avoir été en charge d'un certain nombre de personnes dans des entreprises, par exemple, vous posez la vision stratégique, vous posez la façon d'y aller, et ensuite vous prenez la meilleure feuille vous demandez tactique. moins de ministres éventuellement et plus de responsabilités pour les uns et les autres ? Je n'ai pas d'idée particulièrement reçue sur ce sujet-là. Il ne faut pas recentrer un peu le gouvernement, faire un pack comme rugby ? On peut être un pack en étant nombreux. L'important, c'est l'animation aussi gouvernementale. C'est les projets qu'on veut porter. C'est la façon dont on veut porter les projets. Et encore une fois, ce n'est pas une question de nombre. Et je suis fascinée par l'attention qu'ont les gens au casting. Alors que pour moi, l'enjeu, c'est le projet. Vous connaissez les êtres humains. C'est le projet. Vous connaissez les hommes et les femmes. Est-ce que c'est dérangeant que le Premier ministre soit plus populaire que le Président de la République dans ces conditions-là ? C'est plutôt rassurant d'avoir une équipe gouvernementale qui a marqué des points ces dernières semaines. Je crois qu'avoir un Premier ministre qui, à ce stade, est au-delà de 50%, c'est plutôt rassurant sur l'action gouvernementale. C'est un hommage. Allez, on va faire au gouvernement, mais vous êtes aussi candidate. Vous avez parlé d'Anne Hidalgo tout à l'heure, ça vous a pas échappé. L'élection municipale, donc le 2e tour aura lieu à Paris aussi le 28 juin. Vous avez parlé de Madame Hidalgo tout à l'heure. Il faut la battre ? Non, je crois que c'est mauvais, sa politique ? Alors, vous avez plusieurs choses. Moi, je ne me reconnais pas dans le projet d'Anne Hidalgo, je ne me reconnais pas dans le projet de Rachida Dati. Dans le projet d'Anne Hidalgo, j'ai pas de problème souvent avec les têtes de chapitre. J'ai un problème avec l'exécution. C'est-à-dire que je prends le bilan qui a été de ces 6 dernières années et je trouve qu'il y a un écart sensible entre la promesse et la réalisation. Je suis désolée, mais ça, on a un bilan. C'est pas le cas de Rachida Dati, ou en tout cas, on l'a sur une petite mairie, donc c'est difficile de prendre position. Mais pour Madame Hidalgo, on a un bilan, il n'est pas satisfaisant. Votre candidate, c'est Agnès Buzyn, de toute façon, il faut le rappeler. Je prends Rachida Dati, si vous voulez, je ne me reconnais pas dans son projet. Je veux dire, la propreté et la sécurité, franchement, ça ne fait pas rêver. Et donc, je me reconnais dans le projet d'Agnès Buzyn, qui est un projet d'une troisième voie. Il y a quelques jours, on vous avait interrogé sur Agnès Buzyn, vous tordiez un peu le nez, vous n'étiez pas tout à fait satisfaite qu'elle revienne dans le jeu. Pas du tout. Alors, vous êtes à 300% derrière elle ? Je suis à 300% derrière elle. J'ai un grand respect pour cette dame. Oui. Je pense qu'elle a raison de conduire et de poursuivre la campagne. Oui. Et moi, je pense que son projet et le projet que nous avons construit collectivement, qui est un projet de marcheur, qui est un projet dans lequel nous avons justement
vocation à incarner cette troisième voie. C'est quoi cette troisième voie? C'est d'être pragmatique dans l'écologie. Alors, c'est c'est pas très dernier point. C'est pas très dans lisible quand même dans le 5e arrondissement de Paris, Ça, je suis d'accord. qui est un arrondissement compliqué. C'est pas l'alliance qui m'a le plus agréé. On va le dire oui, comme parce ça, que très simplement. il y a une maire qui vient de LR, qui est passée chez vous à La République En Marche, puis finalement elle revient à ses premiers amours. Enfin, elle fait les deux. Vous trouvez ça normal? Écoutez, de deux choses l'une. Soit elle soutient Agnès Buzyn au 3e tour et j'arrêterai de tordre le nez, soit c'est pas le cas et je serai déçue. Vous êtes très déçu pour ça. Je serai déçu, c'est Il faut attendre le 3e tour, l'élection du maire. C'est D'accord. ça se jouera aussi là. Merci Yves. Merci Francis. On a avancé, on a déjà parlé beaucoup. du 3e tour, vous imaginez. Merci beaucoup Yves. C'est la fin d'audition publique Agnès Pannier-Runacher. Merci d'être resté avec nous pendant 1 heure en direct et d'avoir accepté de débattre aussi avec les parlementaires. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission sur Figaro Live ainsi que sur les comptes Twitter de LCP Public Sénat. Et Audition publique revient lundi en direct à 19h. Bonne soirée.